Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers membres abonnés ou pas de notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Voilà. Je remercie tous ceux qui s'abonnent sur notre chaîne ou invitent leurs amis à s'abonner sur notre chaîne, à mettre un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander à un maximum de personnes, mais également à partager cette vidéo sur votre page et dans vos groupes. Aussi à faire nous donner des étoiles ou souscrire notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Je fais une vidéo qui s'intitule Quel impact aura le port sec de Sancho sur l'essor économique de la région de l'Ouest et des Grasslands. Voilà. Je répète, quel impact aura le port sec de Sancho sur l'essor économique de la région de l'Ouest ou des Grasslands. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, on poursuit dans la série. C'est une série qui sera longue, donc attendez-vous à ce que elle s'achève peut-être au commencement du prochain vidéo. Donc, il y a tout ça, 3 pages. C'est une série qui sera longue. Donc, on a essayé de découper ça en tout petit pour pouvoir continuer à mener la réflexion sur le développement économique de la région de l'Ouest. Je dis, bon, j'entends les critiques des gens. Oh bah, tu sais, tu parles, pour parler, ce n'est que du bavardage. Ben non, c'est pas du bavardage. Hein, aujourd'hui, quand le Conseil régional de l'Ouest organise les RDO, dites-vous bien que c'est parce qu'au début, nous avons mené la réflexion au moins pendant 2-3 ans, et que cela a été porté par la diaspora, et que quand le président du Conseil régional de l'Ouest, M. Foucault, était en visite dans la diaspora, les gens l'ont carrément interpellé. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos où les gens l'ont interpellé sur ces sujets-là. Donc, à partir de ce moment, ils ont réalisé qu'il faut bien agir pour le développement économique de la région de l'Ouest et qu'on ne saurait rester les bras croisés. Et on dit la réflexion précède l'action. Ça veut dire que si vous voulez agir, il faut réfléchir. Rappelez-vous, quand sur la toile, des gens comme Benjamin Zébazé ou même mon ami et frère Rémi Ngonon disaient les gens de l'Ouest doivent se taire au Cameroun parce que on ne peut jamais rien construire en termes industriels sur leur montagne. Et depuis lors, nous avons fait plusieurs directs pour démontrer que ce n'était pas le cas. Et si vous regardez aujourd'hui, même le nommé Zébazé est allé installer son usine d'assemblage de tricycles ou d'Achang chez lui dans la région de l'Ouest. Il ne l'a pas fait à Douala. Donc, ce qui veut dire que les idées portent, les gens commencent à s'accaparer et s'approprier ces idées-là. Et ça laisse présager d'un changement de trend ou de tendance dans le futur. Ça, on en est sûr pratiquement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est donc dans cette lignée que nous poursuivons la réflexion. Et je dois vous assurer que cette réflexion-là, ce qui me plaît, c'est qu'elle est regardée même par des gens qui ne sont pas camerounais. Hein. Par exemple, en Centrafrique, au Congo, etc., qui regardent ça et qui, depuis lors, commencent à prendre des dispositions, voilà, pour pouvoir les utiliser pour impulser le changement aussi chez eux. Voilà, c'est important. Donc, comme on a dit, il est possible de construire dans les Grasslands un pôle de compétitivité et de compétition économique, de production, voilà, de production, de négoce, de trade. Ça, c'est parfait, c'est tout à fait possible. Il y a les hommes, il y a la main-d'œuvre, il y a les travailleurs qualifiés, il y a les capitaux, il y a l'espace et il y a l'envie. Hein. Simplement, ce que nous devons faire, c'est d'ouvrir la réflexion parce que aujourd'hui, ce que nous disons sur cette chaîne, il n'y a pas que les autorités camerounaises puis les autorités locales qui regardent. Vous avez les autorités de la terre entière qui regardent ce que nous disons là. Et donc, ça fait que dans les jours à venir, ça peut faire bouger les choses. Hein. La tendance selon laquelle, taisez-vous, parce que si vous parlez trop, vous n'aurez rien. Je dois vous rassurer que c'est pas vrai. Il y a parler. Il y a parler pour dire quelque chose, il y a parler pour ne rien dire. Alors, quand vous parlez pour dire quelque chose, des idées qui portent, oui, ces idées peuvent être reprises à un moment et développer le pays. Et si vous parlez pour ne rien dire, voilà. Et deuxièmement, vous parlez, vous inspirez les acteurs, vous motivez les acteurs qui sont sur le terrain. Hein, j'ai déjà fait plusieurs directs pour parler de la relocation de la chaîne de valeur, de l'élevage de la volaille, l'élevage porcin, l'élevage des caprins dans la région de l'Ouest,
qui est aujourd'hui le premier fournisseur en viande en volaille et en viande de porc, par exemple, en Afrique centrale. Donc, vous comprenez également la tomate, par exemple. Donc, vous comprenez que ce que nous disons porte. Mais ce qu'on aimerait voir dans les jours à venir, c'est une région de l'Ouest qui devient le premier contributeur en termes de recettes fiscales et douanières dans notre pays. Premier contributeur en termes de recettes fiscales et douanières dans notre pays. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On a eu le temps de regarder, par exemple, ce qui se fait au niveau économique dans une ville comme Yaoundé. Il n'y a pas trop d'industrie, il y a le commerce, il y a surtout la fonction publique. Les enregistrements de marchés, les marchés que les gens exécutent. On a eu le temps de regarder ce qui se fait dans la ville de Douala aujourd'hui, qui s'est fortement désindustrialisé. Les impôts viennent essentiellement de l'immobilier et des dédouanements dans le port de Douala. La plupart des acteurs de la chaîne de dédouanement, ou dont les importateurs surtout, sont des fils de la région de l'Ouest, ou bien sont des grands pôles comme le bois ou le coton qui vient du Nord, etc. Le cacao qui vient des Grasses-Filandes, etc. Ce qui veut dire que si vous déplacez, vous créez un port sec dans la zone de Sanju au Kekem et que vous avez de la navigation fluviale avec des barges qui arrivent par exemple à partir d'un port de transbordement à Bata, rentrent à partir de Bekoko sur la rivière Mungo et que les dédouanements vont se faire à Sanju, rapidement, les recettes qui sont liquidées à Douala, les recettes douanières d'abord et ensuite les recettes fiscales qui sont liquidées à Douala vont être relocalisées dans la région de l'Ouest qui, au minimum, va devenir très rapidement le troisième contributeur en termes de recettes fiscales et douanières du pays et va talonner rapidement les villes de Douala et de Yaoundé, donc les régions du littoral et du centre. Ça, il faudrait simplement que les élites de l'Ouest aient un peu d'imagination, un peu de gnaque et un peu se secouent un peu, change un peu de paradigme. Le paradigme qui consiste à dire on est le chouchou du cabinet civil, comme on a vu Manfo David, vraiment, quand il fait ce qu'il fait là, il croit vraiment qu'il est arrivé. Il ne voit pas que les pères Fotso Victor ont fait ça pendant des années et que ça n'a débouché sur rien du tout, quoi. Hein, ça, c'est important. Nous devons y penser. Donc, l'espoir est permis. La région de l'Ouest, en construisant un port sec à Sancho, peut faire de cette zone un pôle économique. Pourquoi ça va impacter l'économie? D'abord parce que ça va mettre la région de l'Ouest dans la chaîne de valeur du commerce import-export. Hein, import-export, l'importation de marchandises et l'exportation de marchandises également. Nous avons des choses que nous pouvons produire dans la région de l'Ouest. Nous pouvons même installer une raffinerie dans cette zone-là, raffiner du pétrole, importer du pétrole brut sur les barges, raffiner et ressortir. Je veux dire, il y a tout. Il suffit de parcourir le monde. Et je vois beaucoup d'hommes d'affaires chez nous qui parcourent le monde. Ils viennent en Amérique, ils vont en Asie, ils vont en Europe. Donc ils voient beaucoup de choses. Mais je me demande pourquoi ils n'appliquent pas ça dans leur pays. Dans tous les cas, nous devons le faire. Hein. Je veux dire que ce n'est plus une hésitation que nous devons avoir. Il est temps pour nous, dans la région de l'Ouest, d'y penser. Si vous voulez, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous voulez développer un territoire, la première chose à faire, c'est d'abord de développer, d'avoir la maîtrise du supply chain. Quand vous voyez aujourd'hui l'Amérique faire pression sur la Chine pour qu'elle rende le canal de Panama, c'est parce que, en termes de supply chain, la Chine a accès à des données, a une influence sur la zone, ce qui met à mal les États-Unis. Donc, il faudrait que nous ayons la maîtrise du supply chain. Vous ne pouvez jamais vous développer quand la maîtrise du supply chain est hors de vos frontières. Or, nous n'avons le problème de la région de l'Ouest, c'est qu'elle a 0%. Bon, vous entendez ça chez nos parents en disant, bon, ben, si on va implanter quoi à l'Ouest, le coût du transport pour aller là-bas, ce n'est pas vrai. Si on règle le problème du chemin de fer pour remonter les marchandises jusqu'à l'Ouest sur le chemin de fer, parce que le chemin de fer est insensible à la masse, comme on dit au poids, hein, comme on dit. C'est un mode de transport qui est insensible au poids, voilà. Et ça permet de créer une chaîne de transport multimodale, c'est-à-dire que maritime, ferroviaire et puis fluvial, etc., etc. On peut imaginer beaucoup de combinaisons. Si on règle ça, ça permet d'importer les marchandises jusque dans le port de Douala, par exemple,
et de les mettre sur la ligne de chemin de fer pour les tracter jusque dans la région de l'Ouest. Donc les opérations de dédouanement, de logistique, de manutention, de logistique et tout cela se font dans le port sec de Sancho ou de Kekem. Deuxièmement, si nous réglons la question de la navigation fluviale, c'est encore mieux. Ça nous permet par exemple d'importer les marchandises, de faire ce qu'on appelle dans le jargon du supply chain consolidation. 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 Consolider les conteneurs de marchandises. Consolider les conteneurs de marchandises. Les mettre sur un bateau. Hein, c'est-à-dire que la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique et les marchandises qui vont dans les Grassfields. Si on fait les 5 là, ça fait peut-être 30 000 conteneurs un mois. Ou deux fois par mois, ça fait 60 000 conteneurs. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Ça veut dire qu'on met tout ça ensemble pour que ça fasse un. À partir de ce moment, vous prenez un grand porte-conteneur, un grand porte-conteneur de 30 000. Ces marchandises, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, arrivent au port de Bata peut-être à 500 000 parce que vous avez tout consolidé. Vous réalisez ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle. Donc, des économies d'échelle. Et vous transportez ça dans la région, dans le port de Bata en Guinée équatoriale. Et dans le port de Bata, certainement pour rester compétitif par rapport à Kribi, à Douala, le port de Akalaba, le port de Bata va pratiquer des coûts certainement bas. Hein, parce que la Guinée équatoriale, avec une population de 2 millions d'habitants, ne peut jamais faire venir un porte-conteneur de 30 000 conteneurs. Ils ne sont pas nombreux. Donc, ils vont jouer la carte de la consolidation. Et quand vous avez par exemple, si vous avez par exemple 6 000 conteneurs sur le bateau, vous les descendez, vous les remontez par barge, les barges qui transportent 100, il faut 60 voyages. Donc, si vous avez 4 barges, chaque barge fait 15 voyages. Et si c'est 2 voyages par jour, vous voyez bien qu'au bout de 7 jours, les marchandises sont enlevées. La Guinée équatoriale peut dire, je vous permets de stationner les marchandises là sans frais pendant 90 jours. Ça veut dire qu'à ce moment, avec 4 barges, si vous faites même un voyage par jour, vous voyez bien que vous avez besoin de 30 jours pour évacuer toutes les marchandises. Ou même 45 jours pour évacuer toutes les marchandises. Mais 30 jours, même pas 15 jours, disons. Et en plus, le conteneur, au lieu de mettre 45 jours pour arriver, le porte-conteneur, si vous allez sur MyTrack, vous allez voir, il met 15 jours pour arriver. Et quand il met 15 jours pour arriver, vous avez à peu près 10 jours pour remonter tout ça dans l'ouest. Ça fait 25 jours. Donc, en termes de transit time, au lieu d'attendre 45 jours, ça fait 25 jours. Deuxièmement, vous avez un port sec dans un endroit où l'espace foncier est moins cher, le coût de la vie est moins cher, etc., etc. En attendant que dans 20, 40, 50 ans, les prix puissent augmenter, vous êtes compétitif par rapport au prix, hein, comme je dis, par rapport au pricing des prestations de services. Ça fait que un conteneur qui arrive au port de Douala avec tous les frais à 2 millions de francs, le même conteneur arriverait dans le port de Sancho avec 1 million de francs et avec un transit time qui est divisé par 2. Donc, ça vous donne ce qu'on appelle de la compétitivité. Vous créez un rapport entre ce qu'on appelle la compétitivité. Hein, vous créez un avantage compétitif. Ce qu'on appelle un avantage compétitif. À partir du moment où vous créez un avantage compétitif assis sur le supply chain, vous conviendrez avec moi que vous avez déjà résolu une bonne partie des problèmes. Hein. Maintenant, il manquera la question de l'énergie, mais comme j'ai dit, les solutions énergétiques, vu l'augmentation, vu le progrès de la technologie aujourd'hui, nous les avons à l'ouest du Cameroun et il n'y a pas lieu de douter que nous avons les moyens d'être compétitifs. Donc, ça crée un problème de compétition, ça crée un avantage compétitif pour la région de l'Ouest qui va recevoir donc des marchandises moins chères. Deuxièmement, il y a la question de la logistique. La question de la logistique, c'est pour ça qu'on parle de supply chain, transport et logistique. La logistique, ça veut dire la manutention, l'entreposage, le stockage des marchandises, etc., etc. Donc, ça vous donne des avantages. Quand vous voyez dans le commerce aujourd'hui, c'est pas comme nous avons cru vraiment. Ça veut dire que si vous installez par exemple de la minoterie, vous avez des gens qui sont capables de dire, bon voilà, moi je suis nous sommes une fédération de producteurs de blé en Russie, nous allons vous vendre le blé, mais ce blé-là, nous allons le faire venir en bateau complet. Le bateau complet, par exemple, possède une soufflerie et ce blé peut être transféré sur les barges et les barges font du cabotage jusqu'à Sancho et il est stocké dans des silos. Et quand vous achetez, donc, hein, il y a un système de soufflerie.
On souffle le blé, on met dans le camion, on pèse combien ça fait, et vous allez, et on fait les écorts. C'est un système de détention. Mais la vérité, c'est que quand il installe, par exemple, 200 000 tonnes de blé dans des silos comme ça, là, il procède par une technique bancaire qu'on appelle securitization, et il revend ce blé-là comment on dit ça? Il revend ce blé-là à des, il revend ce blé-là à des grands fonds de pension. Voilà. C'est sécurisation, c'est des assets. Il y a des fonds aussi là comme PGM, c'est leur travail. Donc, ils achètent généralement ça. Et il y a un système qui est mis en place entre les banques, l'administration douanière, les sociétés tierces comme la SGS, pour faire ce qu'on appelle les écorts, hein, les écorts et le clearing. Et à partir de ce moment-là, vous, les industriels possèdent la matière première à moins de 24 heures. Donc, ils peuvent commencer à fonctionner à flux tendu. Ça leur permet de résoudre le besoin en fonds de roulement. Hein. Ça veut dire que s'il fallait mobiliser 1 000, par exemple, l'achat de matières premières par an, c'est 10 milliards. Compte tenu de l'aspect saisonnier de la production du blé, les gens allaient se dire, bon, voilà, moi, il me faut vraiment mobiliser 10 milliards pour acquérir le blé. À partir de ce moment, c'est lourd en termes de trésorerie. Tandis que dans ce schéma-là, le blé est disponible dans le port et l'industriel peut dire, voilà, j'ai besoin de mobiliser juste 1 milliard. J'achète 1 milliard tous les ans, j'achète 1 milliard tous les ans, j'achète 12 milliards toute l'année. Le blé est disponible là, j'achète pour 1 milliard. J'émets une lettre de garantie, une lettre bancaire comment on appelle ça? Garantie première demande. Et je suis livré du blé. Après, je verse l'argent dans le compte bancaire. On fait le clearing, etc., etc., etc. Ou bien, j'émets une lettre de change. L'entreprise en question escompte la lettre de change, encaisse l'argent et je fais le clearing. Au fur et à mesure que je paye, on fait le clearing. Au fur et à mesure que je paye, on fait le clearing. Quand je paye le prix d'achat de la matière première, je paye le prix de la douane, etc., 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 etc. Donc, une sorte de système d'admission temporaire de matière première et à ce moment, l'État même est gagnant. Parce que l'État peut faire des prévisions de recettes. L'État peut dire, bon, dans les ports là, voilà ce que j'ai comme matière première. Au moment où ça va sortir, voilà ce que j'encaisse comme argent. Et les industriels travaillent et tous les jours, ils envoient un chèque à l'État. Tous les jours, ils envoient un chèque à l'État et le commerce se fait au niveau international. Donc ça, c'est autant d'avantages que vous ne pouvez pas avoir quand vous n'avez pas un port dans la zone. Ensuite, il faut quand même reconnaître que ce soit au niveau de la région de l'Ouest, que ce soit au niveau du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, etc., il nous manque une raffinerie. Ça, c'est vrai. Il nous manque une raffinerie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une raffinerie qui serait installée je ne sais où. Il nous manque une raffinerie. Or, on voit aujourd'hui des pays comme le Niger arriver à construire des raffineries de 50 000 barils par jour. Nous pouvons construire dans cette région de l'Ouest-là aux alentours de 500 milliards aujourd'hui. Si nous allions avec des gens comme les Algériens, nous pouvons construire à 500 à 300 milliards une raffinerie qui raffine entre 50 et 100 000 barils par jour. Vous comprenez? Les barils, on peut les importer du Nigeria, on peut les importer de la Guinée équatoriale, qui est un grand producteur de pétrole, on peut les importer du Congo-Brazzaville, qui produit du pétrole, on peut les importer d'Angola et commencer à les raffiner. À partir de ce moment, quand nous les raffinons, la région de l'Ouest devient un centre de trading de produits pétroliers à destination du Nigeria, à destination du Sud-Ouest, à destination du Nord-Ouest, à destination de l'Ouest, à destination du centre, à destination du littoral, à destination du septentrion et même à destination du Tchad et du nord du Nigeria. Je sais pas si on se comprend. Parce que vous avez les infrastructures. Si vous avez un port sec à côté, vous avez la possibilité de construire une raffinerie pas loin, à 10-20 km par exemple. À 10-20 km, transporter du brut et travailler sur la raffinerie. Je vais dire que l'attitude des élites de l'Ouest qui consiste à dire que, voilà, s'élever, vouloir nous transformer pour des gens qui devront applaudir, je veux dire, ça ne nous rapporte rien. Nous voulons voir des choses qui impactent réellement la vie des gens, qui génèrent un changement, impactent la vie des gens. Et à partir du moment où ça impacte la vie des gens, ça crée le développement. Hein, je vous ai pris l'exemple dans les hydrocarbures, je vous prends l'exemple dans l'industrie, par exemple, déjà même dans la chaîne logistique. Le Tchad produit énormément de choses. La gomme arabique. Le Tchad produit la gomme arabique.
Le Tchad produit des peaux qui peuvent être transformées dans les tanneries. Le Tchad produit du miel. Le Tchad produit des céréales. Le Tchad produit du sucre. Le Tchad produit du coton. Et le Tchad les exporte, voilà, pour gagner de l'argent. Les exporte, ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons un port sec, nous avons la route qui passe, qui vient, qui de Bafoussam, Fumban, Mbankim, etc., jusqu'à Ngaoundéré. Nous pouvons travailler pour que le coton qui quitte le nord du Cameroun et le Tchad puisse sortir par la région de l'Ouest. Ça veut dire être entreposé et être livré sur les marchés internationaux, c'est-à-dire que l'empotage des conteneurs, le départ sur les barges, l'empotage sur les bateaux en Guinée équatoriale, par exemple, et ou au Congo, à Pointe-Noire, et l'exportation. Toutes ces opérations peuvent se faire à partir de la région de l'Ouest. À partir de ce moment, le port de Douala devient seulement un port de transit. Et il est mis aussi en concurrence avec d'autres ports. À partir de ce moment, le port de Douala va se bouger pour satisfaire la clientèle et non plus brimer les hommes d'affaires, comme on voit par exemple, comme on a vu avec Congelcam. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que vous voulez vous-même, là, les préfets Faufier, qui dit que la diaspora est utile. Ceux qui sont utiles, c'est ceux qui ne parlent pas. Ceux qui parlent, c'est ceux qui ne sont pas utiles. Mais il veut qu'on se taise pourquoi? Hein? Il faut bien qu'on le dise. Et qu'on le dise aux gens qui sont en fonction. Que ce soit M. Foucault, que ce soit le gouverneur Awa Fonkwa, mais il faut qu'on vous le dise. Parce que souvent, quand vous êtes en poste, vous n'aimez pas entendre ça. Mais quand vous êtes à la retraite et que la stagnation économique produit les résultats parce que vous-même, vous voulez vous reconvertir dans quelque chose, il n'y a pas d'initiative, c'est là que vous commencez à bavarder beaucoup. Oh, vraiment, ce régime-là, oh, vraiment, ce régime. Alors que c'est vous qui avez servi ce régime-là. C'est pas moi qui le dis. Prenez toutes les déclarations que les anciennes personnes qui ont travaillé avec Paul Biya et qui se retournent, vomissent sur la toile là et qu'on entend tous les jours. Donc, vraiment, il y a des grosses opportunités, même en matière de développement industriel. Hein, le transfert, la matière première et la capacité de stockage et d'exportation des produits finis. D'exportation des produits finis. Parce que si vous avez un port sec et que vous avez Maïx, qui est un organisateur de transport, ben Maïx va mettre en place des barges ou va louer des barges pour faire venir et partir des conteneurs et va organiser à partir de ces succursales de Gabon ou de la Guinée équatoriale ou du Congo, l'exportation de ces conteneurs dans le monde entier. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons exporter. Je ne vais pas donner toute la liste là. Nous avons beaucoup d'industries que nous pouvons localiser à l'ouest, que ce soit des produits frais, ultra frais, congelés, secs, etc., etc. Je ne vais pas en donner la liste. Mais moi, quand je fais ma liste là, il y a plus d'une centaine de choses qu'on peut faire à l'ouest. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'ouest. Mais simplement, s'il n'y a pas le supply chain, je prends toujours l'exemple. Quand vous prenez dans le Midwest aux États-Unis, vous avez les États, presque comment on dit, le derrière de la Virginie. Bon, laissons ça. Vous avez le Michigan, vous avez l'Ohio, vous avez l'Illinois, vous avez le Wisconsin, vous avez le Minnesota, etc. Donc, et vous avez le nord du Canada. Tous ces gens-là sont autour d'un lac qu'on appelle le lac Michigan. Mais imaginez simplement qu'on n'avait pas organisé la navigation fluviale sur le lac Michigan et a installé plusieurs ports. Et dans ces ports, vous voyez, il y a des entrepôts et des entrepôts et des entrepôts. Hein, si vous regardez sur ma chaîne là, vous allez voir, une fois je débattais à l'époque, Zébazé se comportait comme un être humain, parce que là il se comporte comme un animal maintenant. Mais quand il se comportait comme un être humain, je débattais avec lui et je lui disais, regarde ce qui se passe à l'entrée d'un port sec à Chicago. J'étais allé au port Southside. Et lui-même, il a vu. J'ai fait une vidéo de 3 minutes. En 3 minutes, vous avez plus de 50 camions qui sont sortis là. Ça sort de tous les côtés. Lui-même, il a vu comment les camions sortent. Et ça sort comme ça 24 heures sur 24. Ce sont des conteneurs qui arrivent d'Asie, par exemple, un fabricant de climatiseurs qui est installé à Chicago, par exemple, ou bien peut-être pas à Chicago, la ville, mais qui est installé peut-être dans un county, dans une zone industrielle, genre à Batavia, par exemple, ou à Lac Geneva. Et cet industriel-là, par exemple, va transporter de la marchandise. Hein. Il va transporter la marchandise qui va arriver sur les bateaux d'Asie, les pièces, certaines pièces de rechange dont il a besoin, qui arrivent sur les bateaux en destination d'Asie. Imaginez, est-ce que son industrie survivrait s'il n'y avait pas, par exemple, le port de Chicago? Non, pas du tout.
C'est parce qu'il y a un port qui est assis sur le lac Michigan où ils déchargent les marchandises et les marchandises sont convoyées par les camions pour aller déposer dans le port sec de Chicago. Et c'est là que se font non, les marchandises sont tractées par la ligne de chemin de fer pour aller être déposées dans le port sec de Chicago. Et dans ce port sec, il peut y avoir 400, 500 conteneurs. Et maintenant, en fonction des déclarations qu'ils font, chaque jour, hein, ils n'ont pas une capacité de 500 conteneurs dans les entrepôts. Chaque jour, ils vont là-bas, ils retirent peut-être 40. Donc, s'il a, ou même 20, s'il a 400 conteneurs, il lui faut à peu près 80 jours pour retirer ça. Donc, il a 120 jours de stationnement gratuit. Donc, il retire au fur et à mesure. Et ça crée l'animation en termes d'industrie. Parce que quand les camions viennent retirer maintenant, les camions font peut-être 60 miles et c'est à Batavia, ou 70 miles c'est à Lac Geneva, et, ou bien ça traverse pour aller dans des villes comme Waukegan, où il a peut-être sa zone industrielle, où il y a peut-être aussi une zone industrielle, et il transforme. C'est ce schéma-là que nous devions faire. Ça s'appelle un corridor de développement. Development corridor. Autrement dit, quand nous disons qu'il faut faire la route, le chemin de fer, la navigation fluviale et une zone industrielle, etc., c'est un corridor de développement. La Côte d'Ivoire a commencé à faire ça dans leur nom avec ce qu'ils ont appelé le corridor de développement de Fekese-Sédougou. Mais je pense que c'est à l'arrêt dû peut-être à la politique étrangère, la Côte d'Ivoire, enfin des autorités ivoiriennes qui a été un peu hostile vis-à-vis des populations du Mali, du Burkina et du Niger et la fermeture de leurs frontières qui du coup, ben, il n'y a plus de visibilité pour poursuivre le développement de ce projet-là. Mais on espère que ça se poursuivra. Voilà. Donc on devrait avoir la possibilité de le faire dans la région de l'Ouest. Et nous connaissons nous-mêmes la règle que nos parents nous ont toujours appris. Ça veut dire que il faut commencer petit. Hein? Comme on dit, Dolaba Fondation Cap 1 milliard. C'est-à-dire qu'on commence petit. On commence petit. On commence par aménager le terrain. On commence par, etc., etc. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Une infrastructure comme ça se construit pas en un jour. Ça se construit sur 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 ans, par exemple. Voilà. Donc, nous, on commence à en parler. On pourrait le faire. On va nous dire, vous le faites en tant que qui? Et on sait très bien que si on va demander les autorisations, on ne les aura jamais. Mais il faut en parler. Et si vous savez bien, si vous avez une infrastructure comme ça transforme parce que ça crée des opportunités. C'est pour ça que les gens sont partis à Douala. Ça crée des opportunités. À partir de ce moment, vous pouvez voir une zone industrielle poussée à Bafang, une zone industrielle poussée à Tonga, une zone industrielle poussée à Bangante, une zone industrielle poussée à Makenene, une zone industrielle poussée à Banjul, une zone industrielle poussée à Chang, à Bouddha, à Penka Michel, etc., etc. Et les opérateurs économiques commençaient à travailler, faire venir les conteneurs, transformer, créer un marché de gros, par exemple, un marché de gros, construire une raffinerie, une petite raffinerie qui raffine le pétrole pour qu'on commence à rentrer dans le domaine de la chaîne de valeur des hydrocarbures internationales, etc., etc. Et à partir de ce moment, on devient vous voyez une économie florissante, vous voyez des emplois qui se créent, etc. Et l'économie se développe. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce recap encore là, avec cette deuxième vidéo. Et j'espérais, moi, que lors de la tenue du rodéo, qu'on parle de ça. Bon, moi j'ai vu un rodéo où on montrait au ministre les ngondrés dans les chafendiches, les pommes pilées dans les chafendiches. Je ne l'ai pas vu manger, je l'ai vu regarder ça, etc., etc., etc. Mais je ne pense pas que ça avait le ngondré et puis les pommes pilées dans les chafendiches que nous allons nous développer. Je pense qu'il faut que nous parlions du développement et que nous replacions le développement, la question du développement au centre. Que nous réfléchissions sur les infrastructures économiques qui peuvent impacter positivement le développement industriel, commercial et patrimonial de la région de l'Ouest. Hein? Créer de la valeur ajoutée, augmenter la taille de l'épargne locale, faire émerger de nouveaux acteurs économiques, refaire la configuration, etc. Faire que la banque centrale de la BEAC, l'antenne de Bafoussam, soit la première banque centrale du Cameroun. C'est possible. Si l'économie commence à boomer à l'ouest, la banque centrale de Bafoussam détrône la banque centrale de Douala. Il y a beaucoup de choses que je pourrais parler d'autres choses. Donc, je vous remercie, hein, n'est-ce pas, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo, de la partager, afin que le plus grand monde puisse la regarder. Partagez-la sur votre mur, partagez-la dans vos groupes, mais également abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner nombreux.
90% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas des abonnés. Et nous voulons inverser cela. Nous voulons que 10% soient les gens non abonnés et 90% des abonnés. Voilà. Et enfin, souscrivez à un thank you ou bien au membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Prenez soin de vous, car ici le meilleur est à venir. Bye.